Somnifère, le podcast. Les cadeaux sont comme les conseils, ils font plaisir surtout à ceux qui les donnent. Écrit Émile Henriot. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 14 septembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un banal cadeau d'anniversaire qui va se révéler cacher un énorme secret. C'est une nouvelle de Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin, et intitulée « Le coffret de voyage ». Et juste avant cela, une séance de relaxation sous forme de voyage sonore en pleine nature. Si ce podcast vous aide à trouver le sommeil, je vous remercie de le soutenir en le notant, en vous y abonnant ou en le commentant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et autorisez-vous à tourner la page de cette journée. Notre séance de relaxation ce soir est un voyage sonore qui nous emmène en balade en pleine nature. Commencez par prendre une profonde inspiration en gonflant votre poitrine autant que possible et expirez à votre rythme. Une profonde inspiration à nouveau et en gonflant votre ventre cette fois et on expire toutes les tensions. Prenez quelques temps pour relâcher tous vos muscles, y compris votre mâchoire et les petits muscles de votre visage. Et lorsque vous êtes complètement détendu, commencez à laisser votre esprit se mettre en veille. Imaginez-vous marcher en pleine nature. Nous sommes en fin d'après-midi. Il y a beaucoup d'arbres et de verdure autour de vous. Il y a de petits arbres fragiles dont les feuilles bougent et virevoltent dans une légère brise d'été. Et des arbres plus robustes, à l'écorce épaisse, qui semblent solides comme l'acier et sont érigés fièrement vers le ciel. Notez comme ces deux types d'arbres sont les mêmes, simplement à des moments différents de leur vie. Le soleil brille chaleureusement et commence à se coucher lui aussi. Vous observez toutes ces feuilles autour de vous. Et vous continuez d'avancer calmement, en observant les environs, en observant la végétation et toutes ces nuances de vert. Certaines feuilles sont vert clair, d'autres vert foncé,
vert bouteille, vert olive, vert menthe, vert avocat, vert pistache, vert pain, vert épinard. Vous continuez de marcher paisiblement et vous découvrez d'autres nuances de vert. Vert sapin, vert pomme, vert kaki, vert mousse, vert printemps, vert poireau, vert amande. Vous continuez d'avancer et vous vous demandez quelle couleur cela donnerait si l'on mélangeait toutes ces nuances de vert. Et quel nom on donnerait à cette couleur? Peut-être vert absolu ou vert infini. Ou vert parfait. Vous êtes à présent un peu fatigué d'avoir marché autant et vous vous dites qu'il serait agréable de s'asseoir dans l'herbe. Vous trouvez un endroit pour vous asseoir avant de décider de vous allonger. L'herbe est aussi douce que les températures. C'est une fin d'après-midi agréable, calme et paisible. Vous tournez la tête à gauche et observez une petite coccinelle grimper sur un brin d'herbe. Monter vers le sommet, s'arrêter un instant, puis s'envoler. Vous songez comme le monde doit paraître immense aux coccinelles. Les coccinelles ont 2 yeux mais ne distinguent pas les couleurs. Vous vous demandez ce que ce serait de voir comme une coccinelle. Vous vous concentrez sur vos sens et sentez l'odeur réconfortante de l'herbe. La douce caresse de la brise d'été. Les feuilles qui bruissent. Et quelques chants d'oiseaux.
regardez au-dessus de vous et voyez passer des nuages vaporeux dans le ciel. Qui dérivent lentement, un peu comme nos pensées. Vous restez comme ça un instant, à simplement apprécier le moment présent et à concentrer votre attention sur votre respiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc, le coffret de voyage. Tous les amis de Madame de Horvaine s'étaient réunis autour d'elle pour fêter les 30 ans de cette gracieuse femme, aimée de tous, adorée de beaucoup, et qui savait répondre à l'affection et à l'amour par la même amitié douce et réconfortante. Ce jour-là, de tous les coins de Stockholm, chacun apporta son offrande, fleurs, bibelots, boîtes de friandises, dentelles, et chacun recevait en remerciement un sourire et une parole qui étaient les mêmes et qui semblaient, à chacun, la meilleure récompense. Mais un cadeau attira plus spécialement l'attention et rassembla tous les suffrages. Quand les papiers furent défaits et que l'objet apparut, Madame de Horvaine rougit de plaisir. « Oh, Karl Andermatt !» dit-elle à un grand Allemand cuirassé dans sa redingote, la moustache en bataille, l'œil armé d'un monocle. « Vous m'avez gâté. » Karl Andermatt, qui débutait à Stockholm comme représentant d'une maison de Hambourg et qui cherchait des appuis dans la haute société, protesta. « On doit faire l'impossible pour satisfaire Madame de Horvaine, et ceci est encore indigne d'elle. » C'était un coffret de voyage de la Restauration en acajou, comme on en emportait alors au fond des vastes berlines, tout capitonné à l'intérieur de vieux cuirs couleur de brique, et qui contenait, rangés avec un ordre parfait, les ustensiles les plus divers, timbales, miroirs, réchauds, fasses de vermeil, brosses d'ivoire, flacons, carnets à reliures précieuses, couteaux d'argent, et 20 choses encore, amusantes et imprévues, que grâce à des mécanismes ingénieux, l'on découvrait cachées les unes sous les autres. « C'est délicieux !» murmurait Madame de Horvaine extasiée. « Je n'ai jamais rien vu qui me plaise à ce point. Et quel travail! C'est de l'art français dans ce qu'il a de plus séduisant. En vérité, Karl Andermatt, je ne sais comment vous remercier. » Instinctivement, tous les yeux se portèrent vers un jeune homme qui se tenait à l'écart, Georges d'Estour, attaché à la légation de France, et qui était un des hôtes les plus assidus de la maison. Si parfois l'on eût pu démêler dans l'attitude de Madame de Horvaine, dans le son de sa voix ou dans l'expression de son regard, une certaine préférence pour l'un de ses amis, c'eût été en faveur de ce garçon très simple, d'apparence un peu froide, dont le visage était balafré d'une cicatrice et dont la boutonnière s'ornait de la croix de guerre. D'Estour,
Qu'en pensez-vous ? dit-elle. C'est bien de votre pays, n'est-ce pas ? Destour avait été poussé au premier rang. On faisait cercle autour d'eux. Andermatt se raidissait, gonflé d'importance, la figure rouge. « C'est bien de mon pays », prononça le jeune Français. Il prit une timbale qu'il examina, la remit dans son écrin de cuir, et il ajouta avec un accent où perçait quelque émotion. « Il est même rare que l'on trouve de ces coffrets chez les antiquaires. Les familles les gardent jalousement comme des reliques du passé le plus intime. Pour ma part, je n'en ai jamais vu un seul qui fût à vendre. » Celui-ci fut cependant vendu, remarqua madame de Horvaine, puisque Karl Andermatt l'a acheté. Georges Destour ne répondit pas. Distraitement, il faisait jouer différents ressorts en homme habitué à ces sortes de secrets, et l'attitude qu'il gardait imposait autour de lui un silence plein de curiosité. À la fin, il se tourna vers l'Allemand. « Vous avez fait la guerre, monsieur ?» Les deux hommes s'étaient souvent rencontrés chez madame de Horvaine. Toujours corrects l'un envers l'autre, ils évitaient de se parler et autant que possible de se donner la main. Andermatt se mit à rire. « Parbleu, monsieur, comme un bon Allemand que je suis, 4 ans de guerre. »« En France ?»« Bien entendu, » appuya Andermatt. « Durant 4 années, j'ai fait la guerre en France. Dans le département de l'Aisne, un peu partout, mais aussi, en effet, dans le département de l'Aisne. Et vous avez peut-être cantonné aux environs de Laon. » L'Allemand hésita, comme s'il se fût étonné de cet interrogatoire. Puis il déclara. « Je crois me souvenir en effet, précisons, au château de Frécibord ?» Cette fois, l'Allemand se cabra. « Que signifie cette question ?» demanda-t-il. « Oh, ma question est très naturelle, monsieur, et si cela ne vous est pas désagréable d'y répondre, je vous en dirai aussitôt la raison. » Karl Andermatt haussa les épaules. « Désagréable ? Pourquoi, il n'y a aucun mal. Je pense à avoir habité le château de Frécibord vers la fin de 1916, comme chef d'étape. » « Aucun mal. Alors, j'espère que vous voudrez bien m'expliquer, monsieur. » Le ton des deux interlocuteurs devenait plus sec, l'allure plus hostile. Madame de Horvaine s'inquiéta. D'un regard, Destour la rassura. Il choisit une cigarette sur la table, l'alluma à la cigarette que madame de Horvaine fumait elle-même et prononça calmement. « C'est une toute petite histoire, comme il y en a eu tant, et qui ne prend d'importance qu'en raison du hasard qui me met en face de monsieur. Lors de la retraite allemande, au début de 1917. Retraite stratégique, rectifia Andermatt en souriant. Lors de la retraite stratégique des Allemands en 1917, reprit Destour, le château de Frécibord, déjà résidence du service d'étape, servit également à l'état-major d'une division. Au moment de l'évacuation, tous les bâtiments furent arrosés de pétrole, livrés aux flammes et en outre démolis à coups de mine. On scia les arbres, on empoisonna les mares et les puits. Du village voisin, il ne resta pas pierre sur pierre. Nécessité stratégique, nota l'Allemand en levant les bras d'un air désolé. La veille de cet anéantissement, continua Destour, une autre nécessité stratégique avait fait réunir sur la pelouse principale tous les meubles et objets du château
ayant une valeur quelconque, et tous les officiers présents avaient été amplement pourvus, par le moyen d'une tombola gratuite qui tenait compte du grade et de l'influence individuelle. « Comme vous êtes bien renseigné, monsieur, » dit Karl Andermatt affectant la plaisanterie. « Tout cela vous intéresse donc ?»« Beaucoup. Le château, ou plutôt les ruines de Frécibord, m'appartiennent. » « Ah !» fit l'Allemand déconcerté. Autour d'eux, le silence devenait lourd d'angoisse. La situation était de celles qui ont toujours frappé l'imagination. Au-delà du mal accompli, les circonstances rapprochaient l'un de l'autre celui qui fit le mal et celui qui en souffrit. Que voulait Georges d'Estourps maintenant ? Profiterait-il de l'occasion pour se venger de l'adversaire ? Madame de Horvaine, tout près de lui, balbutia. « Je vous en supplie. » Il l'apaisa d'un geste. Il était impressionnant de calme, et nul signe de colère ou de rancune ne lui échappait. Il avançait vers un but que personne n'apercevait, mais auquel il semblait certain d'atteindre. Frécibord est un domaine de famille, expliqua-t-il. Ma mère y est retournée après s'en être sauvée en 1914. Complètement ruinée, elle habite chez un de nos anciens fermiers qui a bien voulu la recueillir, et c'est par lui que nous avons pu reconstituer les scènes que je vous ai racontées, par lui que nous avons su l'enlèvement de nos meubles, de nos tapisseries, de nos pendules et celui de ce coffret. Andermatt s'emporta. « Monsieur, vous montrez une assurance. Enfin quoi, rien ne prouve que ce coffret vous appartenait. » »« Si, monsieur. » Les initiales gravées sur chaque objet. L.E.D. Louis d'Estourps de Davrechamp. C'était le nom de mon arrière-grand-père. Et c'est le mien, comme l'atteste ma carte de visite. Cette fois, Madame de Horvaine se récria. « Et vous croyez que je vais garder ce coffre ? Mais je considère que c'est votre propriété, cher ami. Vous en ferez ce qu'il vous plaira, madame. Mais qu'il vous soit donné par monsieur ou par moi, il est à vous. »« À vous, madame !» s'exclama Karl Andermatt avec véhémence. « Ce fut ma part de butin. J'y avais droit et nul ne peut me contester un titre de possession qui vaut bien les autres. » Le Français fit un pas vers lui, et avec beaucoup de courtoisie. « C'est une façon de voir. Est-ce que vraiment, en votre âme et conscience, vous estimez que ce soit la bonne ? » ?»« Évidemment, monsieur, » fit Andermatt qui s'excitait. « Cela ne se dispute même pas. Cependant, si dans ce coffre vous aviez trouvé au lieu d'ustensiles de voyage des valeurs, tant pis, ou plutôt tant mieux, la guerre a ses lois, ce n'est pas moi qui les ai faites. » Et il ajouta en riant, par peur d'avoir été un peu loin dans l'affirmation de ses théories. « D'ailleurs, il n'y avait là que ce qui s'y trouve encore et dont j'ai fait présent à Madame de Horvaine, des objets de voyage et de coquetterie. » « Peut-être avez-vous mal cherché, » prononça d'Estourps. « Que voulez-vous dire ? » ?»« Je veux dire que ce petit meuble est d'une ébénisterie très curieuse, plein de surprises, et que vos recherches n'ont peut-être pas été suffisantes. » Andermatt s'impatienta. « Expliquez-vous, monsieur. » Le Français sourit. On le sentait de plus en plus maître de lui et des événements. Pas de querelle, pas de scandale, un joli dénouement commandé par les circonstances elles-mêmes. « Mes petites histoires ont l'air de vous intéresser, monsieur, » dit-il. « Celle-ci ne sera pas longue, quelques mois seulement.
En 1914, ma mère dut s'enfuir devant l'invasion. Elle emporta son argenterie et ses bijoux, mais dans sa hâte, elle oublia un titre de rente qui composait toute notre fortune et dont elle ne se rappelait même pas le numéro. Elle ne savait qu'une chose, c'est qu'il était resté à sa place habituelle, c'est-à-dire dans ce coffre. Andermatt ricana. Mauvaise cachette. Meilleure que vous ne croyez, je vous assure. Bah, tant de mains ont passé par là. Des mains ignorantes, affirma Destour. Ce que nous appelons dans la famille le secret du testament, car la place était réservée au testament, constitue une cachette tout à fait inviolable. Et je ne doute pas une seconde d'y retrouver le titre si Madame de Horvaine m'autorise. Oh, Destour, fit Madame de Horvaine qui attendait anxieusement ainsi que tous ses invités. Ne perdez pas de temps, tout cela est à vous, et je serai si heureuse. Pardon, dit-il, je tiens à bien mettre les choses au point. Monsieur, n'est-ce pas, ne se croit plus le moindre droit sur ce coffret ou sur son contenu, puisqu'il en a fait présent. Certes, aucun droit, déclara Andermatt avec inquiétude. Ce qui est donné, je n'ai qu'une parole. Alors, cherchons. Le jeune homme ouvrit le coffret, changea la position des premiers objets, le referma, le mit à l'envers, pressa dans des empoignures de cuivre, et tout le plateau de dessous se déplaça dans son cadre, découvrant un autre plateau qui semblait glisser sur le premier, comme une planche sur une autre. Entre les deux, il y avait une feuille de papier. Destour la déplia, c'était un titre de rente. Il y eut dans le salon une clameur de contentement. Madame de Horvaine avait les larmes aux yeux. Karl Andermatt, congestionné, le front couvert de sueur, serrait les poings. Très aimable, Destour lui montra la signature de sa mère inscrite au crayon rouge et il ajouta : « Aucune erreur possible, n'est-ce pas, monsieur ? Et mes prévisions étaient justes. Oh, ce n'est pas une bien grosse fortune, 24 000 francs de rente à 3%, même pas 50 000 francs. Notons toutefois qu'au taux actuel du change, vous en auriez tiré plus de 2 millions de marks. » Il se tourna vers Madame de Horvaine. « Excusez-moi, chère madame, mais les banques ne sont pas encore fermées et j'ai le temps de faire expédier ceci à ma mère. Ce sera pour elle une telle joie que je ne veux pas tarder. » Il baisa la main de la jeune femme, s'inclina devant les autres personnes et sortit d'un pas allègre en décochant à Karl Andermatt un salut où s'exprimait toute la part qu'un galant homme prend à la peine d'un de ses semblables. Bonne nuit. Bonne nuit.